Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation où on va parler de Mastodon. Allez, je vais commencer quand même par une petite question. Qui avait déjà entendu parler de Mastodon ou même, qui avait déjà entendu parler, ok, et qui a déjà un compte sur Mastodon? Eh ouais, pas mal, excellent. Donc, avant, moi sur mes présentations, je mettais juste mon handle Twitter, mais maintenant, je peux rajouter Mastodon. Donc moi, je suis sur une petite instance pas connue du tout qui est gérée par un copain à moi. Et je me suis dit, je vais bien m'y sentir, je vais être comme chez moi. Et du coup, je rajoute @youwin.net, on va dire. Je ne vais même pas demander comment ça se prononce, mais bref. Donc oui, je me présente quand même, Guillaume Laforge, je suis développeur advocate chez Google Cloud. Ça fait, je ne sais même plus combien de temps que je suis sur Twitter, mais ça fait je sais pas, 10 ans, j'en sais rien, même plus, j'ai aucune idée. Hein, plus, tu penses? Ouais, 15 ans? Non, peut-être pas quand même. Je sais pas. Ah, peut-être pas loin, 2008, 2009, un truc comme ça, peut-être, ouais. Et sur Twitter, alors ce que je dis pas aussi, c'est que donc dans mon boulot, pour être développeur advocate, il faut que je puisse parler au plus grand nombre, parler des produits sur lesquels je travaille, les articles que j'ai écrits, les démos sur lesquels j'ai bossé, etc. Et puis c'est aussi un moyen de communication dont j'ai besoin pour pouvoir discuter avec les développeurs, avoir leur feedback, essayer d'influencer la roadmap de nos produits pour les améliorer parce que tel ou tel utilisateur a dit ah ouais mais là c'est pas facile à utiliser. Bon. Et du coup utiliser Twitter pour moi c'est un outil de communication vraiment pratique. Et donc voilà, on va dire 15 ans de Twitter ou un truc comme ça, j'ai 16 000 followers sur Twitter, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc je suis content de ce niveau de personnes qui me suivent parce que du coup, voilà, j'ai une belle population de développeurs et pas que, avec qui je peux interagir. Et puis avec tout ce qui se passe autour de Twitter et le caractère particulier de Monsieur Elon Musk, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder ailleurs ce qui se fait. Et donc, il y a beaucoup de gens, en tout cas plutôt techniques peut-être, en tout cas dans ceux que je followais, etc., qui sont allés vers Mastodon. Et je me suis dit, je vais regarder ce que c'est que Mastodon. Et donc, j'ai rejoint Mastodon en octobre, je crois, novembre, octobre-novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai quand même réussi à avoir des followers. Et j'ai maintenant environ 1000 followers sur Mastodon. Et le truc que je trouve assez fantastique, donc c'est 16 fois moins, mais en fait, je trouve que la qualité des échanges, les gens à qui j'interagis là-bas, est plutôt sympa. Et en admettant que je fasse le même message sur Twitter et Mastodon, bien que j'ai 16 fois moins de personnes sur Mastodon, j'ai le même niveau d'engagement et de réaction, etc., que sur Twitter. Après, sur Twitter, il peut y avoir plus l'effet viral que sur Mastodon. Et des fois, on peut exploser sur quelque chose qui va peut-être moins être le cas quand même sur Mastodon. Donc voilà, pour cette petite introduction. Je prends un petit peu le prisme de parler de Mastodon par rapport à Twitter, parce que beaucoup de gens ont Twitter et tout le monde connaît Twitter, même sans forcément avoir un compte. Je vais prendre un petit peu cet axe-là, mais des choses que je vais dire sont intéressantes aussi, même pour ceux qui adoptent Mastodon sans être passés par la case Twitter. Donc il y aura 3 parties dans cette présentation-là. La plus grande partie, c'est la première où je fais un peu cette intro, ce comparatif entre Mastodon et Twitter. Il y aura une deuxième petite partie où je vais me focaliser un petit peu plus sur les protocoles sous-jacents, ActivityPub, ActivityStreams, JSON-LD, WebFinger, etc. Et HTTP Signature, tout ça. Je trouve ça assez intéressant de voir que c'est des protocoles ouverts qu'il y a en dessous. Et dernière partie, 10 minutes, où je vous montrerai comment développer pour Mastodon, utiliser les API, faire aussi un bot pour Mastodon. Donc, qu'est-ce que c'est que Mastodon? Donc, Mastodon, voilà, c'est un nouveau, non, il n'est pas nouveau, mais ce qui date depuis... Ah, j'ai oublié la date, tiens, d'ailleurs, je voulais vérifier ça. Je sais pas, c'est au moins ça. C'était quoi? J'ai oublié la date. 10 ans ou un truc comme ça, je sais plus. Donc ça a été inventé par un Allemand qui s'appelle Eugen Rochko. C'est un peu comme un Twitter, hein, je veux dire, c'est un logiciel de messagerie, de microblogging, etc. Bon, peu importe la définition précise qu'on donne, mais c'est le même genre d'outil qu'un Twitter. Et joinmastodon.org, c'est le portail pour
en apprendre plus, trouver un serveur, etc. Mastodon, en fait, ça fait partie de quelque chose de plus grand qui s'appelle le Fediverse. Et il y a un site, Fediverse Party, qui mentionne, que c'est joli, qui mentionne d'autres outils qui sont en fait basés finalement sur les mêmes protocoles. Et c'est pour ça que les protocoles ouverts sont intéressants et importants. C'est-à-dire que donc on a, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple, PixelFed, qui est un peu une sorte de Flickr, Instagram, etc., mais basé sur les protocoles, des protocoles similaires à ceux qu'a adopté Mastodon. PeerTube qui est ici, c'est pour partager des vidéos, donc un peu une sorte de YouTube-like. Et ces outils différents, cette plateforme de réseaux différentes arrivent à communiquer en fait entre elles grâce au protocole ActivityPub en dessous qui est le sous-jacent finalement de tous ces outils-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est pas dans un, je ne sais pas comment le traduire en français, walled garden, on n'est pas dans un jardin enfermé par des grands murs tout autour, mais au contraire, les outils, les plateformes peuvent communiquer, interagir les unes avec les autres. Donc ça, je trouve que c'est super important. Alors après, vous n'êtes pas forcément obligé d'interagir avec les autres, mais en tout cas, je trouve ça assez fort. Et là, c'est un exemple d'une page. Ça ressemble un peu à Twitter. On va retrouver voilà, les articles. On va voir là à droite, il y a des timelines, ce qui peut être un petit peu différent aussi par rapport à Twitter. C'est-à-dire on peut voir, explorer des choses. On peut voir la timeline locale en fait à un serveur. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas que on ne va pas sur les data centers de Twitter, mais en fait, il y a plein de petits serveurs par-ci, par-là, qui sont des serveurs Mastodon et qui sont fédérés et qui discutent entre eux. Et fédérés, justement, c'est toutes les instances, tous les serveurs avec lesquels celui sur lequel on est fédéré. Donc on peut voir des choses qui arrivent sur d'autres serveurs que le nôtre et pas forcément des gens qu'on suit. Mais voilà, on retrouve comment retweeter, ils appellent ça des boosts ou des fois reblog. Ils n'ont pas forcément comment dirais-je, un vocabulaire commun ou constant, on va dire. On peut mettre dans des bookmarks, on peut mettre des petites étoiles, etc. Donc, qu'est-ce qui est différent entre Mastodon et Twitter? C'est le fait justement que c'est un réseau de serveurs fédérés. Donc moi je peux lancer mon propre serveur, je peux en louer un, je peux joindre un serveur comme celui que j'ai fait, là, uwin.net, et en fait ces serveurs-là vont discuter entre eux. Mais ce qui veut dire que des avantages aussi, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain, si Elon Musk dit bon, j'éteins, je coupe le courant, il n'y a plus du tout de Twitter. Là, si moi, mon ami, il arrête le serveur Mastodon, c'est pas grave, je peux aller ailleurs, et puis Mastodon continue de tourner sans ce petit serveur-là. Et ils sont fédérés grâce aussi au protocole qu'il y a en dessous de communication. Donc c'est open source. Alors Twitter, là, ils ont sorti un tout petit bout de leur code avec leur algorithme, même si ça nous dit finalement pas forcément grand-chose. Mais c'est pas open source, tandis que là, Mastodon est vraiment open source. Donc vous pouvez aller voir sur GitHub le projet. Et les protocoles, donc on les détaillera un petit peu plus tard. Et donc ça appartient pas à Monsieur Elon Musk ou un autre, ou un Mark Zuckerberg pour Facebook, etc. Donc on n'est pas à la merci, en tout cas, et on n'est pas enfermé dans un jardin avec un mur tout autour, et on peut changer de serveur, on est libre un petit peu de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Ce qui est cool, c'est qu'on a plus de caractères. Donc, au lieu de 280 caractères, on en a 500. 500, souvent, ça fait la différence. Ça paraît pas, c'est con. Mais avec 280, alors après, on se dit, une fois qu'on a 500, on va peut-être voir 750, j'en sais rien. En tout cas, j'en suis pas au point où je fais pas souvent non plus des messages à 500 caractères. Et du coup, mais en tout cas, 500 caractères, moi, souvent, ça me suffit bien. Et plutôt que de faire, par exemple, avec Twitter, on fait plus pour faire 3-4 tweets les uns après les autres qu'on découpe. Là, souvent, moi, je fais juste un post sur Mastodon et puis j'ai réussi à mettre toutes les infos dedans. Et l'autre truc qui est sympa aussi, c'est qu'on peut éditer un post. Alors, ils appellent ça des toutes, comme au lieu d'être des tweets, c'est des toutes.
mais bon, je vais appeler ça des fois des posts, des messages, des tweets, peu importe, mais c'est la même chose, hein. On peut éditer. Et là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait. Donc, moi, on va le voir tout à l'heure aussi. Il y a des outils où on peut cross-poster sur Twitter et Mastodon. Moi, j'aime pas trop ça. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais moi, j'essaye encore d'être actif sur les deux réseaux. Et par exemple, donc j'avais partagé un truc sur Twitter et sur Mastodon il n'y a pas très longtemps. Et en plus, c'était cool parce que j'avais mis un screenshot là, de l'article que j'avais écrit, que je voulais partager avec l'astuce en question, que je voulais partager avec ceux qui me suivent. Et donc, c'est un de mes tweets les plus. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais il y a eu 50 000 likes, interactions, etc. Donc, je n'ai pas forcément souvent ça sur tous mes tweets. Et je me suis aperçu que merde, j'ai oublié de mettre l'URL vers mon blog, vers mon blog. Donc les gens, alors le tweet en fait donnait l'astuce que je partageais dans l'article. Donc les gens ont vu le truc bien et ils ont pu le repartager, mais c'est con pour moi parce que j'ai pas des vues sur mon blog, mon nouveau blog que j'avais fait. Et bah, j'aurais eu un bouton edit sans avoir à payer 8 $ par mois. Bah, j'aurais été très très content parce que comme ça j'aurais pu faire découvrir mon blog et c'était dommage. Tandis que sur Mastodon, bah, j'avais fait grosso modo copier-coller et j'ai pu corriger tout de suite. Et ça paraît pas, mais très souvent, bah, la petite faute d'orthographe, j'ai oublié un lien ou je sais pas quoi, bah, c'est quand même sympa si on peut éditer ce qu'on vient juste de poster. Donc les messages, ils apparaissent dans un ordre ou plutôt anti-chronologique, donc les plus récents au début, et on n'est pas à la merci, encore une fois, d'un algorithme qui va décider ce que toi tu vas voir. Alors même si Twitter maintenant ils ont fait deux flux, c'est-à-dire ceux qu'on suit et ceux qui nous suggèrent, j'ai oublié les libellés, For You et je sais plus quoi. Mais en tout cas, là maintenant je sais que là je les vois dans l'ordre qui sont apparus les messages. Autre chose qui différencie Mastodon de Twitter, il n'y a pas de recherche, sauf sur les hashtags. Donc je ne peux pas chercher, si je veux, je sais pas, moi je travaillais sur le langage Groovy, si je veux chercher sur Groovy, bah, je vais chercher peut-être sur le hashtag #Groovy, #Apache Groovy ou un truc comme ça, mais je ne peux pas chercher comme ça par mots-clés et retrouver des gens, retrouver quelqu'un qui aurait partagé quelque chose. Et ils le font, ils ont décidé de ne pas rajouter la recherche plein texte, on va dire, en tout cas, entre autres raisons, pour éviter que... parce qu'en fait, des fois, des gens qui se font... agresser sur les réseaux sociaux, des fois c'est parce qu'ils ont partagé quelque chose et c'est des gens qui ne les suivent pas ou quoi que ce soit qui recherchent des gens à littéralement agresser et en fait ils voulaient pas à part ceux qui nous suivent, etc., qu'on ne puisse pas être agressé comme ça par des gens extérieurs qui cherchent juste à emmerder les gens. Apparemment c'était une des raisons principales. Même s'il y a quand même une intégration qui existe. Sur un serveur, on peut intégrer Elasticsearch, mais je n'ai jamais utilisé. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de serveurs qui proposent, qui activent cette option-là. L'autre truc, c'est qu'il n'y a pas de pub. Donc, moi, j'aime bien les trucs où il n'y a pas de pub, même si la pub paye mon salaire en grande partie. Merci Google. Mais en tout cas, c'est quand même rafraîchissant de ne pas avoir tout le temps des pubs tous les 10 tweets. Et puis, autre truc que je trouve pas mal, donc au niveau privacy, on a des contrôles assez fins, donc on peut partager donc, des messages directs, des messages privés, on peut partager juste avec son instance locale, on peut partager avec tous les gens qu'on mentionne, on peut partager publiquement, qu'est-ce qu'il y a encore ? On peut aussi dire que nos messages, ou un message en particulier, n'est pas listé, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas, enfin les followers peuvent le voir, mais si on regarde, c'est quoi ? C'est le profil, ou si on regarde ce qui se passe sur l'instance, j'ai oublié un petit peu les règles, mais et si on regarde ce qui se passe sur l'instance, on ne peut pas voir le tweet que j'ai mis. Donc voilà, on a différentes manières de contrôler qui voit ce qu'on publie sur ce réseau social-là. Et l'autre truc pas mal, c'est les content warnings. Donc parfois, je ne sais pas si on veut partager
une opinion politique, on peut dire attention, je vais parler de politique et on cache le reste. On peut partager aussi des images des gens qui ont des problèmes, par exemple avec la nourriture, et là tu es en train de poster une photo du super steak que tu as mangé. Bah, y en a chez qui ça provoque des réactions, par exemple, et donc on peut décider, et c'est mieux, de cacher certains contenus pour pas que ça choque les gens qui nous suivent. Donc ça, c'est les content warnings et c'est pas mal. Et j'ai un screenshot tout à l'heure qui montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour démarrer sur Mastodon, donc, ce qui est pas mal, c'est d'aller directement sur joinmastodon.org et il y a une partie là qui liste en fait les serveurs. Donc, comme je disais, c'est des serveurs fédérés qui discutent entre eux et il y a des serveurs pour différents sujets, différentes populations, etc. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus si j'ai mis vraiment un truc meaningful ici. Ouais, par exemple, Cloud Native. Ceux qui s'intéressent à Cloud Native, bah, il y a un serveur sur tout ce qui est Cloud Native. Il va y avoir des serveurs sur, je sais pas, ceux-là, c'est peut-être ceux qui aiment la bière, j'en sais rien, j'ai pas regardé de près. Où là, par exemple, tiens, des gens qui s'intéressent à la cartographie, les trucs géospatiaux, tout ça. Donc c'est plutôt cool. On peut être sur une instance avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai choisi une instance, c'était un copain à moi qui la gérait, et quelqu'un en qui j'ai confiance, et je me suis dit, bah tiens, je vais... Et ce mec-là, il est dans la musique électronique, même si ce n'est pas vraiment de mon domaine, et j'aime bien voir des trucs sur ces sujets-là. Et on peut choisir aussi par langue, par région. Par exemple, il y a Tim Bray, l'inventeur de XML, là, qui a changé de serveur. Il est allé dans une région, donc il est canadien, et il est allé dans une sorte de coopérative canadienne, parce que ouais, moi je suis fier d'être canadien et de faire des trucs en local et tout, chez moi. Donc on peut rejoindre, par rapport à ses affinités en tout cas, un serveur plutôt qu'un autre. Et puis aussi, oui, les serveurs peuvent avoir des règles différentes. C'est-à-dire, un serveur dit, ça peut être sur la langue, genre, non, ici c'est que du français, que de l'anglais, ou un sujet, on parle essentiellement de ça, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Certaines règles, c'est-à-dire, ici on peut parler politique, mais sur celui-là, pas du tout, etc. Donc on peut choisir aussi en fonction des règles. Ensuite, il va falloir, donc on peut utiliser l'interface web, on peut utiliser des clients mobiles. Donc là, bon, j'en ai cité deux. Moi, je suis plutôt Android. Moi, j'utilise Tusky sur Android. On m'avait dit du bien de Metatext sur iOS. Donc après, voilà, vous testez, vous verrez celui qui vous convient le mieux. En tout cas pour mobile. Et après, moi, j'aime bien l'interface web. Ça me va bien quand je suis sur mon ordi. Ensuite, j'ai partagé quelques tips and tricks. Donc le truc, c'est que, alors, moi, c'est vrai que mes tips, là, c'est peut-être un petit peu dans le sens où j'ai envie d'avoir une communauté, parce que pour moi, c'est important. Donc j'ai envie d'avoir plus de chances d'avoir des gens qui me suivent. Et là, par exemple, c'est important, avant de commencer à suivre les gens, d'avoir un profil clair et qui dit qui vous êtes. Parce que des fois, je reçois une notification, tiens, il y a EM sur mastodon.social qui me suit, mais j'ai aucune idée qui c'est. Alors, est-ce que je le suis en retour ou pas? Je sais pas, il s'intéresse à quoi? Il a déjà posté des trucs? Non. Je sais pas d'où il vient? Non, je vais pas le suivre. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est important d'essayer d'avoir un profil qui vous représente. Une autre tradition, je vais appeler ça comme ça, c'est d'utiliser un des premiers messages qu'on va faire, c'est une intro et pour se présenter. Et on utilise dièse hashtag introduction pour se présenter. Et en général, on va mettre un petit pin pour que ce message-là reste en haut de tous ces derniers messages. Donc ça permet, en plus de la bio qu'on peut mettre dans son profil, d'aller un petit peu plus loin, de partager, je sais pas, les hashtags, les sujets qui nous intéressent et tout, avec un petit peu plus de détails que sur le profil. Après, il y a aussi des petites... donc là, dans la partie administration de mon compte, il y a aussi d'autres petites choses que vous pouvez faire si vous voulez que votre compte puisse être suggéré à d'autres personnes. Donc, je ne sais plus si c'est en bas à droite, des fois, il nous suggère, tiens, vous pouvez suivre telle autre personne. Mais vous n'apparaissez que si vous avez décidé d'apparaître, c'est-à-dire si cette case-là est cochée. Pareil, ici dans les préférences, les autres préférences, on peut aussi décider ou non d'apparaître. Donc quand on fait des recherches par utilisateur, on peut décider d'apparaître ou pas dans ces recherches-là, si quelqu'un vous recherche. Donc si vous voulez être plutôt au profil discret, vous pouvez décider de ne pas apparaître, ou au contraire, si vous voulez être découvert, s'assurer que donc celle-là, si on veut être découvert, il ne faut pas qu'elle soit cochée, quoi.
Et ah oui, l'autre truc, pareil, c'est les histoires de vérification sur Twitter. Elon Musk, il veut faire payer les gens pour dire qu'ils sont vérifiés, que c'est bien eux-mêmes. Sur Mastodon, en fait, c'est plus simple. En fait, on peut partager jusqu'à 4 URL différentes. Donc, par exemple, moi, j'ai mis mon blog, LinkedIn, Twitter et GitHub. Et en fait, sur les ressources qu'on partage ici, qui nous appartiennent, on peut éventuellement rajouter un tag particulier. Donc, soit un tag A, rel, me, qui dit ça c'est moi et ça c'est l'URL de mon compte Mastodon. Ou on peut aussi faire un tag meta, ça marche aussi. Et donc, moi, sur mon blog, j'ai rajouté ce tag-là, et sur GitHub, il y a aussi une intégration maintenant depuis un mois ou deux, je crois, où on peut dire voilà, ça c'est mon compte Mastodon. Et en fait, dès que je sauve mon profil, il va vérifier sur ces ressources-là, sur ces URL-là, et il va voir ou non s'il y a ce tag-là. S'il y a ce tag-là, et ben, automatiquement, là, ça va tourner. Alors là, je suis en thème sombre, mais ça va tourner en vert et en je ne sais pas quelle couleur quand on n'est pas en thème sombre. Et ça va dire, ah bah, ça veut dire que c'est bien lui. Cette URL-là, c'est bien la sienne parce qu'il a pu mettre le fameux lien qui va bien. Et donc, alors c'est plus une vérification de lien parce que, après tout, on pourrait imaginer que la personne qui est là, c'est pas vraiment Guillaume Laforge. Le blog, c'est pas vraiment lui, mais la personne qui a partagé ce profil-là correspond en tout cas. Donc c'est plus une vérification de liens qui sont partagés avec des comptes. C'est pas une identification dans le sens je suis pas en train de montrer mon passeport, ma carte d'identité, etc. Mais en tout cas, c'est un niveau quand même de vérification dans lequel on peut quand même avoir un certain niveau de confiance. Donc je parle d'éléphant, de mastodon, mais je vais parler au lieu de l'éléphant dans la salle, comme on dit en anglais, de Twitter. Donc quand on vient de Twitter et qu'on arrive sur Mastodon, donc ça c'est si on vient de Twitter, hein, il y a des outils qui, souvent on se dit j'arrive sur Mastodon, il n'y a personne, je suis personne, personne ne me suit, comment je vais découvrir. On a l'impression que putain mais c'est vide Mastodon, il se passe rien. Et en fait il y a des outils qui existent pour aller regarder sur le profil Twitter des gens qu'on suit pour vérifier s'ils mentionnent éventuellement un profil Mastodon. Et en fait on peut suivre ceux qui ont fait aussi la migration. Donc j'ai retrouvé assez rapidement plein de gens que je connaissais qui ont essayé, qui se sont mis à Mastodon. Donc je ne sais plus quel outil j'avais utilisé. Les trois normalement fonctionnent. Il y en a certains qui ne fonctionnent plus parce que Twitter a restreint l'utilisation des API Twitter. Mais en tout cas, normalement, ces trois-là fonctionnent. Donc du coup, j'ai rapidement retrouvé des gens que je connaissais, que j'ai suivis et qui m'ont souvent suivi en retour aussi, ce qui fait que je ne me suis pas senti tout seul en arrivant sur Mastodon et je n'ai pas abandonné au bout d'une semaine. Autre petit conseil, toujours pour ceux qui viennent de Twitter, ne pas effacer son compte Twitter parce que au bout de 30 jours, quelqu'un peut reprendre votre compte, votre handle, j'ai la forge pour moi, et pourrait se faire passer pour moi et dire des conneries, etc. Ou faire des choses pas cool. Donc vaut mieux garder son ancien compte Twitter, même si on ne veut plus l'utiliser, juste histoire de savoir qu'il est à soi et que personne d'autre va pouvoir faire autre chose avec. L'autre, j'avais mentionné les histoires d'outils qu'on peut utiliser pour cross-poster. Moi, j'aime pas trop ça, mais donc il y a un outil qui s'appelle Moaparty qui est pas mal, qui fait ça pas trop mal, mais quand quelqu'un poste sur Twitter, on va voir genre des RT machin. Là, un compte qui est sur Twitter, mais on peut même pas cliquer, on peut même pas voir. C'est pas super. Il va y avoir donc les comptes qui sont pas cliquables. On va avoir voilà, des liens. Enfin, c'est pas. Comment dire je trouve que c'est pas forcément bien accepté par la communauté Mastodon de manière générale. Ils se disent bon, s'il veut rester sur Twitter, il reste sur Twitter, il n'est pas obligé de nous polluer chez nous. Donc moi, je trouve ça plus respectueux de faire un message pour Mastodon, un message pour Twitter. Même si c'est presque du copier-coller, des fois je corrige pour avoir les bons comptes, les bons hashtags, etc. Mais voilà, je trouve ça un petit peu mieux et ça évite voilà, les espèces de liens qui ne fonctionnent pas, etc. Garder l'accessibilité, moi c'est un sujet qui m'intéresse, garder l'accessibilité en tête. Par exemple, quand on utilise les hashtags, vu que c'est un truc c'est vraiment un truc assez fort, les hashtags sur Mastodon. En fait, quand on a des problèmes de vision et qu'on utilise des screen readers, les hashtags, des fois, donc on écrit tout en minuscules,
Et en fait, je ne sais plus, j'ai pas un bon exemple là en tête. Les screen readers, quand ils lisent le hashtag, des fois la prononciation, ça veut vraiment rien dire vu que c'est un espèce de mot tout qui se prononce pas bien. Alors que si on met des majuscules dans ces hashtags pour bien séparer les différents mots, le screen reader va les lire comme si c'était des mots distincts. Donc pour ceux qui ont des problèmes de vision et qui utilisent des screen readers, ça peut être pas mal de suivre cette bonne pratique-là. Et au final, je veux dire, quand on fait une recherche sur hashtag, qu'on ait mis des majuscules ou pas, ça n'a aucune importance. Bon, là, je ne vais pas détailler tous les points de ce petit article, de ce petit post-là, mais on peut mettre, sur Twitter aussi d'ailleurs, on peut mettre des alt tags qui décrivent les images qu'on partage. Et ça, c'est bien parce que quelqu'un, encore une fois, qui est aveugle ou une vision faible, qui ne peut pas forcément lire, qui utilise des screen readers, etc., quand on partage une image, genre un mème ou un truc comme ça, la blague elle passe à côté parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'image. Donc autant rajouter des alt tags pour décrire ce que l'image fait. Et là, je vous laisserai, je partagerai les slides. Ce post-là explique vraiment bien comment crafter, créer des bons messages alt pour décrire vos images. Donc, ouais, les content warnings que j'ai mentionnés, c'est ça. Donc, par exemple, là, ouais, ça parle de, je sais pas, critical race theory. Et ben, en fait, le vrai contenu est caché derrière show more. On clique sur show more et on va voir le texte. Et pareil pour les images, il y a écrit sensitive content et je peux cliquer pour voir une image pas floutée. Donc, si on veut pas choquer les gens avec des contenus un peu limites, de la politique, de la violence, de la nourriture qui peut faire réagir des gens qui ont des problèmes avec la nourriture, etc., eh ben, on peut prendre ces précautions-là, c'est respecter ceux qui nous suivent. Et après, donc il y a plein d'autres tips and tricks sur fedi.tips. Et donc c'est une sorte de Q&A avec des tonnes et des tonnes de sujets et de questions qui sont abordés. Ça fait beaucoup de choses à lire, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous pouvez les chercher quand vous voulez en apprendre plus, ou vous pouvez aussi suivre ce compte-là sur Mastodon, et c'est pas mal parce que régulièrement, je sais plus, c'est une fois par jour, une fois par semaine ou quoi, ils partagent un type en particulier, et du coup on apprend au fil de l'eau à chaque fois qu'on voit ces petits types-là. Et je finirai aussi cette première partie sur le fait que contrairement à Twitter qui fait de l'argent sur les pubs, etc., si on veut que Mastodon se poursuive, fonctionne, ait un futur, etc., c'est bien si on peut aider au développement de cette plateforme-là. Donc il y a deux manières. Il y a déjà ceux qui font tourner les serveurs, ils ont aussi besoin d'argent pour acheter la bande passante, le serveur, le remettre à jour, etc. Donc, que ce soit chez un cloud provider, que ce soit son propre serveur, peu importe. Donc, on peut essayer de donner de l'argent à ceux qui font tourner l'instance sur laquelle on est hébergé. Et l'autre façon aussi, c'est éventuellement de donner de l'argent au travers. Donc, là, l'équipe de Mastodon accepte sur Patreon, accepte des contributions financières. Donc, ça peut être une manière, plutôt que de payer 8 $, ou même plus, parce que c'est sans la TVA et tout ça, à Elon Musk, on peut aussi aider comme ça. Donc maintenant, dans cette deuxième partie un petit peu plus courte, je voudrais parler des API, des standards, des protocoles qu'il y a sous tout ça. Et je vais le faire avec... je vais déjà les lister. Donc en fait, ces plateformes du fait divers, dont Mastodon, sont basées sur un protocole standardisé au sein du W3C qui s'appelle ActivityPub et qui est basé également sur d'autres standards, Activity Streams aussi dans le W3C, et JSON LD qui est le format qui est utilisé, le format de JSON, on va dire, avec des métadonnées, etc. Un autre truc qui est utilisé, c'est WebFinger, que je ne connaissais pas avant. C'est une RFC qui permet de résoudre, ou d'associer un lien et une ressource. Donc, par exemple, sur un serveur donné, je vais le décrire. Je vais décrire ce que c'est. Ça permet de savoir et comment trouver des comptes sur un serveur donné. Les microformats, là, je ne l'aborde pas vraiment, mais les messages qu'on poste sur Mastodon, c'est un format HTML allégé, mais on peut utiliser des classes CSS sous forme microformat pour partager certains types de données enrichies. Et quand on regarde de plus près le HTML, on sait ça c'est une date, une personne, un lien, etc.
On sait aussi que celui qui a posté est vraiment la personne qui est supposée avoir posté, grâce par exemple aux signatures HTTP. Et puis aussi, bon, après, il y a tout ce qui est OAuth, etc., pour authentifier les gens. Alors là, je me suis basé, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, je me suis basé sur un super article que j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est vieux, hein, ça a 5 ans. Mais donc il y a le créateur de Mastodon qui a partagé un article qui explique, bah, tiens, si vous vouliez développer votre propre Mastodon, enfin un serveur qui supporte ActivityPub, c'est pareil, on va dire, comment vous feriez? Alors déjà, dans ActivityPub, dans ce protocole-là, il y a... donc là, ah oui, je vais montrer avec des petites flèches. On utilise du JSON, mais plus particulièrement JSON LD, qui permet de faire, par exemple, des API multimédia riches, etc. Et ce qu'on retrouve immédiatement, on va dire, qui est spécifique à JSON LD, c'est cette notion de contexte qui va identifier finalement ce que représente ce message JSON-là. Donc, OK, ça utilise Activity Streams, etc. Le vocabulaire d'Activity Stream. Et en particulier, il y a la notion d'acteur. Donc, un acteur, ça peut être une personne. Donc, moi, mon compte Mastodon, je suis une personne. Je suis un acteur dans le sens ActivityPub. Ensuite, il y a cette notion d'inbox. L'inbox, c'est là où on peut recevoir des messages. Donc, si quelqu'un veut nous écrire, il peut envoyer des messages à cette adresse-là. Et ici, on va retrouver des informations sur les clés publiques de l'utilisateur, de cette personne, de cet acteur. Et ça utilise des clés asymétriques. Donc là, je partage ma clé publique et je garde ailleurs ma clé privée. Enfin, c'est transparent, hein, vous n'avez pas à le gérer par vous-même. Mais sauf si vous voulez vraiment créer votre propre serveur, vous pouvez éventuellement vous intéresser à ça. Ensuite, bon, si je veux envoyer un message à quelqu'un, comment je vais savoir? Alors, j'ai le nom de son compte, ça a l'air d'être sur tel serveur, mais où est-ce que je vais trouver les informations sur son compte? Donc, comment je lis la notion de ressources, de compte, et l'URL à qui je peux écrire à cette personne-là? Et ben, en fait, il y a le Webfinger, hein, qui est une RFC, qui dit que sur un serveur, il faut répondre sur cette URL-là, une URL assez spécifique, .wellknown Webfinger, en prenant comme paramètre une notion de ressources. Et là, ça va me retourner, ah oui, alors tu cherches Alice sur le serveur myexample.com, et ben en fait, c'est un acteur dont l'URL, on va la retrouver ici. Et c'est là où on va trouver ce que je montrais avant, hein, c'est-à-dire ça, le détail sur la personne, sur l'acteur. Okay, donc c'est le compte d'Alice, c'est toujours de l'Activity Stream, et l'URL à laquelle on va la trouver. Ensuite, on va vouloir envoyer un message. Donc, par exemple, si Alice veut envoyer un message à Bob, donc toujours la syntaxe JSON-LD et Activity Streams, on va créer, le type c'est une création, mais une création de quoi? De notes. Enfin, ouais, j'aurais dû mettre une flèche là. Une création de notes. La note, c'est le message qu'on va envoyer. On dit qui on est, d'où on vient. On peut aussi dire éventuellement si c'est une réponse à un autre message, on peut aussi le préciser. Ici, on va retrouver le HTML allégé qui peut contenir du microformat qui correspond à ce qu'on veut raconter. Et ensuite, donc ce message-là, il va falloir l'envoyer. Comment est-ce qu'on va l'envoyer? On va faire un post donc sur le serveur à qui on veut envoyer ça. On va définir un hachage cryptographique du message qu'on vient de voir dans l'écran précédent, mais on va aussi signer différents headers, et on va préciser dans ce champ, dans ce header signature, on va préciser les headers qu'on va signer. Donc il y a request target, c'est un truc, c'est, on va dire, c'est pas vraiment un header, une sorte de pseudo-header, host, date et digest. Donc on l'écrit. D'ailleurs, j'ai pas remis dans mon exemple digest. Il devrait y avoir un champ digest ici. Donc à qui on va l'envoyer, sur quelle boîte de destination on va l'envoyer, le host à qui on va envoyer, non, ou d'où on l'envoie, je sais plus. Non, à qui on va envoyer. Et puis la date. Et on va signer ça encore une fois avec, par contre, donc faire un hachage cryptographique avec sa clé privée pour que les gens de l'autre côté puissent lire grâce à ma clé publique qui était explicite dans mon
la description de mon acteur, de ma personne, moi-même, va pouvoir utiliser ma clé publique pour déchiffrer, vérifier, enfin refaire le calcul du hash du body qui est ici et des headers qu'on a partagés là. Donc ça m'assure que ce message vient bien de la personne qu'elle prétend être. Hop. Donc voilà assez rapidement pour les protocoles, les RFC, les standards, etc. qu'il y a en dessous. Et donc assez facilement, on peut éventuellement se créer son propre bot, son propre serveur, etc. Et là, je voudrais terminer par une ou deux petites démos. Donc sur Mastodon, contrairement à Twitter, il n'y a pas d'analytics. Donc si je veux savoir s'il y a plein de gens qui repartagent mes tweets, enfin mes messages, mes tweets, en fait, le seul truc que je peux voir, c'est le nombre de followers que j'ai, le nombre d'étoiles qu'il y a, le nombre de boosts qu'il y a eu, mais je ne sais pas vraiment plus. Parce que si par exemple il y a une personne qui a 1 million de followers qui me rebooste, c'est peut-être mieux que 100 personnes qui ont juste un follower. Okay, du coup, je me suis dit, bon, le potential reach, le maximum de paires d'yeux qui peuvent regarder un de mes messages, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui me suivent, ils vont voir mes messages, ou pas, mais potentiellement tous ceux qui me suivent peuvent voir mes messages, plus la somme de donc, tous ceux qui ont repartagé mon message à moi, la somme de leurs followers à tout cela. Donc c'est mes followers plus tous les followers de ceux qui ont partagé mon message. Donc c'est un max, parce que évidemment, je veux dire, des gens qui me suivent pas ou des gens qui suivent pas, les gens qui m'ont reboosté peuvent pas savoir. Donc je me suis dit, c'est pas un indicateur comme voilà les views et tout ça dans Twitter, mais en tout cas ça me donne une idée si ça marche bien et combien de personnes potentiellement a pu voir ce que j'ai partagé. Et du coup j'ai fait un petit site web, Statistics, donc je fais un petit jeu de mots entre statistics et les toutes. Les messages sur Twitter, statistics.web.app. Donc c'est une petite appli, je vais vous la montrer directement. Alors en fait, j'avais fait un article sur le sujet où j'expliquais, je vais vous montrer comment ça fonctionne en dessous, où j'expliquais cette idée de fonction, etc. et comment on peut le faire. Et alors mon appli, où est-ce qu'il est l'écran? Je sais plus. C'est quoi? Non, c'est pas là. Je l'ai laissé ouvert ou pas? Non, alors je rouvre ici, donc Statistics, non, où je l'ai appelé Get My, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Comment j'ai dit? Statistics. Voilà, web.app. Donc ça explique avec les liens vers le code, vers l'article, etc. Je peux le cacher. Donc là, j'ai mis mon compte par défaut, hein, mais on peut utiliser quelqu'un d'autre. On va faire calculate et il va récupérer en fait, voilà, les différents messages que j'ai partagés. Et il va calculer, regardez, celui-là, donc il y a eu au total potentiellement 2574 personnes qui ont vu ce message-là, dont 3 personnes qui ont repartagé, ce qui a rajouté 1524 à mon nombre de followers à moi. Donc j'ai 1000, je ne sais pas combien, plus 1524, ça fait, du coup je dois avoir 1050 personnes plus, qui me suivent, plus 1524 followers de ces 3 personnes-là. Et je vois aussi le nombre de favoris ici. Donc après, j'ai le lien, je peux aller vérifier et tout ça. Et j'ai fait aussi, si je vais le faire, si je prends, je vais prendre celui-là, hein, mais même si on a déjà les données, et je peux le faire aussi pour un tweet, un message donné, et juste avoir celui-là. Bon, là, il était déjà dans la liste, mais voilà. Donc c'est un petit outil que j'ai développé, et j'ai utilisé, donc moi j'ai développé ça avec le framework Micronaut. J'ai utilisé le langage Java, j'ai containerisé tout ça, j'ai déployé ça sur Cloud Run. Et voilà, et je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce qu'il y a là-dessous. Et j'ai aussi créé un compte, GetMyReach, sur un autre serveur Mastodon qui accepte la création de robots, de bots. Et donc si... alors, il est où? Donc il est là. Là, il y a mon collègue qui a testé mon petit bot. Donc si je lui dis hello, get my reach, my potential reach, how many, no, hello, get my reach from Devox. Je sais pas, Devox, est-ce qu'il y a un... Ah, il y a Devox FR, c'est cool ça. Il y a un hashtag.
Et je sais pas, on va mettre peut-être un smiley quand même. Yes. OK. Et le simple fait de le mentionner, en fait, donc il va me... Ah, coucou de Philadelphie. Excellent, salut. Donc là, bah, il m'a déjà répondu. Donc il va me dire, bah voilà, donc ce message-là, qui est en lien, a eu 2575 viewers. Il y a 3 personnes qui l'ont partagé. Il a été favorisé 12 fois. Donc j'ai créé un bot qui répond en me partageant. Et effectivement, voilà, c'est celui-là. Donc tiens, bah, il y a une personne en plus qui vient de le repartager, 12 étoiles, etc. Donc voilà ce que j'ai développé. Donc cette application-là, alors si j'avais encore 2-3 slides à montrer avant de rentrer dans le code. Donc j'ai utilisé, alors pour le front-end, j'ai utilisé Vue.js, parce que j'aime bien ce framework-là côté front-end. J'ai utilisé pour tous les composants graphiques, là, les petits, genre les... hop, où est-ce que je l'ai ouvert ici? Genre là, les tabs, etc., les fils, les boutons, j'ai utilisé une librairie de web components qui s'appelle Shoelace, que je vous conseille, qui est vraiment top. Donc j'ai utilisé Micronaut et j'ai déployé ça sur Cloud Run, donc c'est une plateforme serverless sur Google Cloud. Donc la démo, donc on a déjà vu ça, mais je voulais vous montrer un petit peu le code. Donc le truc, c'est que comme je disais, il n'y a pas d'analytics, donc je ne peux pas appeler les API de Mastodon pour leur demander il y a combien de personnes qui ont vu mes tweets. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai regardé la doc des API de Mastodon. Donc là, j'utilise vraiment les API de Mastodon. Hein. Je n'utilise pas ActivityPub, etc. Là, j'ai interagi avec Mastodon. Et en fait, donc ça, c'était l'article dont j'avais parlé. Donc, si je veux en connaître plus sur la personne glaforge@uwin.net, bah, je peux aller, grâce à Webfinger, trouver la personne en question avec ce protocole-là. Et il va me donner, ah bah tiens, ce compte-là correspond à cette adresse-là. Et effectivement, si je vais... Enfin, là, après, moi, j'utilise les API, pardon. J'utilise les API de Mastodon. Du coup, je n'ai pas vraiment utilisé Webfinger, en fait. J'utilise cette API-là de Mastodon pour dire hey, tu pourrais me donner les détails sur le compte glaforge que tu as sur ton serveur uwin.net. Et là, c'est important que je fasse ça parce qu'en fait, le reste des API dont j'ai besoin utilise l'ID. Donc, si moi j'ai glaforge, en fait, je veux l'ID. Donc, j'appelle cette première API /v1/account/lookup et avec un query parameter. Et du coup, je vais avoir les détails et l'ID qui m'intéresse. Ensuite, je peux appeler cette API-là, donc accounts, l'ID que j'ai trouvé, et statuses. Alors après, je peux rajouter, je veux pas les trucs que j'ai retweetés, je veux les 80 premiers, etc. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner les 80 plus récents messages que j'ai postés. D'accord. Et si on regarde, alors c'est intéressant, donc si on voit, enfin ouais, ou même le premier, peu importe, on va voir des trucs genre, alors il faut que j'en prenne un où il y a eu des gens qui ont repartagé. Attends, je vais faire reblog, ce qu'ils appellent ça reblog. Bah si, tiens, celui-là, voilà, il a été repartagé 3 fois. Et c'est pas un reblog, mais c'est mon truc à moi. Et par contre, ça me dit quoi? Reblog, ok, il y a eu 3 repartages. Les favoris, ils sont là. Non, les favoris, pardon, ils sont là, le nombre de favoris. Mais par contre, j'en sais pas plus sur qui a vraiment vu ça. Et ben en fait, il y a encore un autre endpoint que je peux appeler, mais là, je suis obligé de le faire par message. Donc pour, par exemple, voilà, ce message-là, je crois que c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs. Ouais, c'est le même. Si je mets ce message-là, mais slash, donc statuses l'ID slash reblogged by, et ben qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la liste de tous les comptes de ceux qui ont repartagé ce message-là. Et là, dedans, comme c'est les détails sur les comptes, je vais voir, ah bah, followers count, lui, il a 2 followers. Lui, il a, lui ou elle a 51 followers, etc. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire mon addition des followers. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Il est où est-ce qu'il est mon IDE? Du coup, il m'a mis un peu de tout en bazar. IntelliJ. Voilà, il est là. Donc, j'ai créé une application. Alors, on va commencer par celui-là plutôt. J'ai créé une application que je fais tourner sur Cloud Run, comme je disais. J'ai créé différents endpoints /API/reach et je vais lui passer des détails de compte et /API/reach/
toutes, ça va être pour un message en particulier. Donc, c'est les deux tables qu'on voyait dans mon application. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais aller, non, bon, je vais cliquer comme ça. Je vais aller dans mon service qui s'appelle Mastodon Reach Service et qui, lui, va faire toutes les requêtes qu'on a fait là dans le navigateur tout à l'heure. Ben, en fait, donc je sais pas, celui-là, c'est quoi? Get status, je vais récupérer un statut particulier. Et ben, je vais créer les URL qui correspondent, comme celles que j'ai créées dans mon navigateur. Je vais passer les bons status type, etc. Donc là, j'utilise Reactive Programming dans le style. Là, je retourne des flux. Et en fait, pour avoir le reach d'un compte entier, je fais des flat maps pour récupérer pour un compte, je vais récupérer tous les comptes de tous ceux qui ont... Enfin, non, je récupère les détails de mon compte, tous les statuts de mon compte, ou du compte que j'ai demandé. Et pour chacun des statuts, je vais récupérer une liste, finalement, des détails des followers. Et donc j'ai fait ça, donc je rentre pas plus dans le détail, mais donc mon service appelle plein de méthodes qui font des requêtes HTTP. Et par contre, après là, ici, j'ai un autre endpoint pour mon bot qui s'appelle Check Notifications, et j'appelle un service qui va récupérer les notifications pour mon compte à moi. Et là, il faut que je sois connecté, logué avec mes credentials pour mon compte à moi. C'est pas autant les autres URL, c'était des URL publiques, autant ça, il faut que je le fasse en étant authentifié avec mon compte. Et en fait, donc c'est pareil, je passe les détails sur le code exactement, mais ça va vérifier que quelqu'un m'a envoyé un message. Donc comme moi tout à l'heure, je me suis envoyé un message et j'ai eu une notification. Et du coup, alors je ne sais plus où je suis. Et du coup, j'ai vu que quand j'ai envoyé mon message, il m'a répondu avec ce message-là. Et en fait, derrière, moi, j'utilise Cloud Scheduler qui, toutes les minutes, va vérifier mes notifications pour voir si quelqu'un a appelé mon chatbot, mon bot plutôt chatbot, c'est plus la mode chat GPT, mon bot Mastodon, pour ensuite appeler mon API pour récupérer les détails sur la personne qui a mentionné le nom de mon bot, et le bot me répond. Voilà pour la démo. Donc là, je vous mets les liens des slides. Alors là, c'est de mon profil, mais c'est la première présentation qu'il y a. Sur mon blog, vous retrouverez aussi les détails de l'article. Tout le code est sur GitHub. Ah oui, j'aurais pu remettre, j'ai pas remis l'adresse du service. Donc statistics.web.app. Et puis mon bot à qui vous pouvez écrire si vous voulez, qui vous donne des détails sur vos posts les plus vus. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.